Baraka Télévision, la première chaîne d'information culturelle en RDC. Merci. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre magazine Le Congo d'abord qui pour ce soir a le réel plaisir de recevoir pour vous pour la première fois bien sûr le professeur Poroy Kamoulai. Il est donc professeur de l'université à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, en sa qualité aussi d'initiateur du parti Rassemblement, deux acteurs de la renaissance du Congo. C'est en ces qualités-là que nous le recevons dans cette émission Le Congo d'abord. Bienvenue professeur. Merci beaucoup. Madame. Merci de nous avoir reçus. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée de jeu, nous avons eu le privilège de lire votre biographie, mais il serait mieux si l'on vous demandait de vous présenter. Enfin, je vous ai présenté brièvement, mais j'aimerais que vous fassiez vous-même aussi une présentation de votre personne. Merci beaucoup, madame. Je m'appelle Mpoi Kamoulai Lumbala Tchamanyala. Je suis né le 9 juin 1950 à Ndimba, dans l'ancienne province du Kasaï, à l'époque du Congo belge. Je suis arrivé ici à Kinshasa en 1970, à l'âge de 20 ans, pour entreprendre des études universitaires à l'université Lovanium. Actuellement, l'université de Kinshasa. Oui, qui est passé par plusieurs phases, devenu UNASA avant que nous terminions, et puis ensuite Université de Kinshasa. Voilà. Et après vos études à l'université de Kinshasa, vous êtes allé en Europe ou à l'étranger, en Occident? Après mes études à l'université de Kinshasa, j'ai commencé à travailler comme assistant à l'université à l'UNASA. J'ai ensuite eu le privilège d'être accepté au barreau de Kinshasa. À cette époque-là, il y avait une seule cour d'appel à Kinshasa. Et en 1977, je suis allé poursuivre mes études et recherche doctorale à l'Université catholique de Leuven, en Belgique, où j'ai obtenu mon doctorat en droit. Entre-temps, j'avais fait des études complémentaires du droit comparé à l'université de Strasbourg en France. Et après, j'ai également eu l'opportunité d'aller faire des études de droit américain à l'université de Yale, aux États-Unis, à New Haven. Voilà, et vous avez décidé de revenir au pays. C'est pour quelle raison? J'ai décidé de revenir au pays parce que après mes études à New Haven, j'ai eu la chance de travailler. Vous auriez pu rester là-bas, manger, boire? J'ai eu la chance de travailler. J'ai travaillé pendant 28 ans aux États-Unis. Au Fonds monétaire international? Non, plutôt à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, ouais. J'ai travaillé à la Banque mondiale jusqu'à l'âge de la retraite, parce que là-bas, il y a une retraite à l'âge de 62 ans. Et lorsque cette retraite est arrivée, je me suis posé la question. J'étais parti du Congo en 1977, non pas pour quitter le Congo, non pas pour fuir le Congo, mais parce que j'avais une mission. J'étais parti pour faire des études et revenir enseigner. J'ai eu, après ces études, je suis allé d'opportunité en opportunité. Après avoir travaillé pendant 2 ans et demi comme avocat à Bruxelles, je suis allé aux États-Unis et là, j'ai eu la chance d'être engagé à la Banque mondiale. Et c'était une merveilleuse opportunité. On avait besoin, dans cette institution internationale, de juristes africains, francophones, mais également, il n'y avait jamais eu de juristes congolais avant cela. Je regrette qu'il n'y en ait pas eu après moi, très malheureusement. Mais pendant 28 ans, j'ai travaillé. Et lorsque j'ai terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai eu ma retraite, je me suis posé la question, dois-je retourner? Dois-je rester? Vous passez carrément votre retraite en Occident et puis... Une retraite dorée, comme on dirait.
Mais je suis congolais, je n'ai pas choisi de naître au Congo, comme mes enfants n'ont pas choisi de naître aux États-Unis. Mais le fait que que je suis né au Congo, le fait que mes parents sont au Congo, je suis à la tête parce que mon père est mort récemment. Je lui ai succédé à la tête d'une grande famille de 66 personnes. J'ai une grande famille du côté de mon épouse. J'ai de nombreux amis et pratiquement tous les Congolais sont mes frères et sœurs. Et en constatant l'état de régression dans lequel notre pays se trouve, je me suis dit qu'avec la somme d'expériences que j'ai acquises à l'étranger, le confort relatif que j'ai réussi à bâtir pour moi-même et pour ma famille, je me suis dit que je devais retourner dans mon pays pour contribuer tant soit peu à faire en sorte que mon pays puisse sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve enlisé. Je constate que pendant la période coloniale, de 1908, si nous commençons en 1885, de 1885 à 1908, c'était une période d'oppression remarquable qui a conduit à la première campagne mondiale, internationale, de dénonciation des violations des droits de l'homme. Parce que le roi Léopold II avait instauré un système d'oppression. Chacun se souvient des mains coupées de nos compatriotes, de nos ancêtres qui n'arrivaient pas à récolter ou à partager les quotas qui leur étaient prescrits. Mais après 1908, lorsque le roi Léopold II lègue sa propriété personnelle à son royaume, entre 1908 et 1960, 52 seulement, 52 ans seulement, notre pays était devenu la colonie modèle d'Afrique noire. Je constate qu'aujourd'hui, 56 ans après l'indépendance, nous sommes le dernier pays, nous occupons le dernier rang sur l'index de développement humain. Je me pose la question, comment cela est-il possible? Et je suis enseignant, je vois l'enthousiasme que les jeunes gens ont, la volonté d'apprendre, la volonté de mieux faire. Et lorsqu'ils terminent leurs études, ils ne sont nulle part. Ils me disent, comme j'entends, en stand-by, on ne peut rien trouver. Et vous savez, ce n'est pas un fait du hasard que la plupart des Congolais cherchent à fuir notre pays. Regardez simplement avec les visas américains, par exemple. Et donc, je me suis dit que je devais retourner dans mon pays pour contribuer à remettre, à aider mes compatriotes, à travailler ensemble avec mes compatriotes pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de nos compatriotes. Et vous êtes sûr que dès que vous êtes arrivé, vous serez capable de relever ces défis? Mais le trou est tellement profond, professeur Boy. Oui, absolument. Et comment allez-vous procéder pour aider vos frères congolais qui croupissent dans la misère? D'abord, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix de ne pas travailler? Quand je vois le nombre d'enfants qui naissent tous les jours, ces enfants n'ont pas demandé la vie. Et ils naissent pour vivre dans un pays dans lequel il ferait beau vivre. Ce pays est un des rares pays au monde qui est doté de potentialités énormes. Qu'il s'agisse de ressources naturelles. Regardez simplement le soleil. En quelques heures, ici, nous pouvons nous retrouver dans le noir. Mais grâce à l'énergie solaire, nous aurons du courant ici. Mais mes voisins n'auront pas cela. Et c'est possible. Pourquoi est-ce que dans chacun de nos villages, on pourrait y avoir ces lampes solaires qui existent.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible d'avoir cela. Alors si moi j'ai ça, je pense que d'autres peuvent avoir ça et devraient avoir ça. Nous avons cette volonté, mes compatriotes ont cette volonté, il faut organiser notre pays pour qu'ensemble nous puissions transformer ce pays, comme nous le disons dans notre hymne national, pour en faire un pays plus beau qu'avant. Voilà, c'est ce qui vous a poussé à lancer le mouvement de conscientisation de nos concitoyens. Oui, précisément. Parce que lorsque je parle à mes compatriotes, je constate ce que j'entends, c'est que parce que nous voulons travailler. Nous n'avons pas de dirigeants, disent-ils, qui aiment ce pays. Vous en êtes sûr? C'est ce que j'entends. Je pense que vous parlez à nos compatriotes. Vous parlez à nos compatriotes. Eh bien, posez-leur la question. Moi, je pose la question. Je parle à tout le monde. Il suffit de regarder. J'enseigne à l'université, comme je vous ai dit. Chaque matin, lorsque j'arrive à l'université, dès que je sors de la voiture, il y a des enfants. Ce sont des enfants qui devraient être à l'école. Ils accourent pour cirer mes souliers. Ils accourent pour nettoyer laver la voiture. C'est inadmissible. Notre Constitution dit que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Alors si tel était le cas, comment est-ce que nous pouvons expliquer qu'il y a des enfants qui, au lieu d'être à l'école, se trouvent là, offrir de petits services afin d'apporter une maigre pitance à leurs parents? Cela me révolte. Et je pense que ça devrait révolter chaque Congolais, ça devrait révolter chaque parent. Et à plus forte raison, ça devrait révolter toute personne qui aspire à guider ses semblables vers un sort meilleur. Voilà, et puisque vous êtes l'initiateur du mouvement de conscientisation, comment est-ce que vous procédez pour que le Congolais se plaît de sa situation? Chaque matin, le femme s'élève tôt pour aller chercher du pain, de l'eau parcourant de longues distances, mais on se plaît de cette situation. Mais comment allez-vous procéder pour que la mentalité change un peu dans les chefs de Congolais? Ce n'est pas une question de changer de mentalité. J'entends ça très souvent, le changement de mentalité. Parce que la conscientisation, dans la conscientisation, on voit justement le changement de mentalité. Quand on est conscientisé sur une question, et ça booste aussi le changement de mentalité. Non, ce n'est pas une question de mentalité. Ce n'est pas du tout une question de mentalité. Le Congolais qui est ici, je vous ai parlé tout à l'heure de tous ces jeunes gens qui cherchent à aller émigrer en Belgique, en France, en Europe, aux États-Unis. Ils ont toujours la même mentalité. Mais lorsqu'ils arrivent en France, lorsqu'ils arrivent en Belgique, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ce sont les mêmes Congolais, ils sont très performants. Parce qu'ils quittent le Congo puisqu'on a besoin de les mettre au travail. Et lorsqu'ils ont le travail, ils travaillent. Mais je n'en veux pour exemple que ici, il suffit de regarder dans les entreprises privées. Le Congolais, ici, dans le même environnement, le Congolais qui travaille pour une entreprise privée ne se comporte pas comme le Congolais qui travaille pour l'État. Comment se fait-il? Ils sont allés exactement à la même école. Ils vivent exactement dans le même pays. Ils sont soumis aux mêmes contraintes. Ils roulent sur des routes caouteuses, mais dans le secteur privé, ils sont performants. Posez-vous la question. Voici la question que moi je me suis posée. Alors quand on parle très facilement, quand les leaders disent « Ah non, il faut changer de mentalité », ne trouvez-vous pas qu'ils sont à côté de la plaque? Je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Parce que nous allons construire ce pays, ce Congo, pour en faire un pays plus beau qu'avant, avec ces mêmes Congolais que nous avons aujourd'hui. Donc la question ne se trouve pas au niveau des individus congolais que nous sommes. La question se trouve ailleurs. Ailleurs, c'est où? Si ce n'est pas les individus, c'est où? Alors, vous connaissez l'adage.
lorsqu'une armée perd des batailles successivement, à qui la faute? Est-ce qu'on blâme les soldats ou on blâme le général, l'état-major? Vous connaissez l'adage, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que on ne peut pas changer toute une armée. Et lorsque, à la tête d'un pays où on se rend compte qu'on perd bataille après bataille, on ne va pas blâmer les soldats. On ne va pas réformer les soldats. C'est impossible de réformer tous les soldats. Eh bien, c'est exactement la même chose avec notre pays. Ce sont de blâmer les Congolais. Le Congolais qui passe son temps à la prière, par exemple, c'est pas parce qu'il a une mentalité différente. La prière est très bonne, je ne la critique pas. Je suis moi-même un fervent catholique, je prie. Mais à cause, quand on est occupé, qu'on doit travailler et que vous êtes attendu à votre entreprise, et que vous devez y être à 8 heures pour n'en sortir qu'à 18 heures, eh bien, vous allez trouver que vous ne pouvez pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à la prière. Eh bien, voilà. Je donne un simple exemple pour illustrer. Il est trop facile. Les leaders, ceux qui aspirent à être leaders dans ce pays, choisissent la voie facile. Ils blâment le Congolais. Le problème ne se trouve pas dans l'individu. Le problème se trouve dans le fait que nous avons de mauvais chefs et que nous n'avons pas de système approprié pour placer à chaque poste de responsabilité le chef qu'il faut. Voilà notre problème. Mais professeur, à vous entendre parler, c'est comme si vous faites le parallélisme, puisque vous avez vécu pendant beaucoup de temps en Occident, vous faites le parallélisme entre l'Occident et la République démocratique du Congo, qui est un pays post-conflit, ça vous ne l'ignorez pas, et il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que l'on puisse régresser. Est-ce que vous ne pensez pas que votre jugement sur les autorités est trop dur par rapport à la situation qui a été vécue ici au pays pendant que vous étiez peut-être à l'Occident? Ah bien, parlons-en post-conflit. C'est devenu un cliché. On doit tout blâmer sur le fait que c'est un pays post-conflit. D'où sont venus les conflits? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Immédiatement après l'indépendance de notre pays, il y a eu le premier conflit institutionnel, un président qui révoque son premier ministre, ou le premier ministre, et le premier ministre qui révoque le président. Cela était dû à quoi? Ils se préoccupaient de quoi? Ces deux messieurs de l'époque. L'un portait le nom de Joseph Kasavubu et l'autre de Patrice Emery Lumumba. Alors, quel était-ce? De 1900 au lendemain, moi, je vous ai dit, vous avez vu dans l'extrait de ma biographie que vous avez, que je suis né au Kasaï. À l'époque, mes parents, ma mère et mes parents paternels et maternels, mes grands-parents, toute ma famille vivait paisiblement au Kasaï. Nous ne savions pas quelle était la différence entre les Baluba et les Luluwa. On se mariait sans aucun problème. Eh bien, lorsque le moment de devenir indépendant, soudainement, on nous apprend que non, vous êtes des Baluba, vous devez retourner chez vous. Mais moi, ma mère était de là. Mes grands-parents maternels sont restés en Demba. Mes grands-parents paternels ont été chassés ou devaient fuir d'un Demba pour échapper à la mort. C'est une idiotie. Eh bien, nous pouvons blâmer ceux qui ont ingénié cela. Mais nous pouvons résister, et après nous avons résisté, puisque ce conflit entre les Baluba et les Luluwa n'a pas duré longtemps. Il y a eu réconciliation lorsque les chefs, les leaders de ces deux groupes ethniques ont compris que non, c'était une totale aberration. Eh bien, les conflits perdurent lorsque les leaders n'ont pas le sens de responsabilité et lorsqu'ils exploitent les bassesses
pour satisfaire leurs ambitions personnelles, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire la conquête du pouvoir, les privilèges du pouvoir. Eh bien, quand je suis au pouvoir, j'y reste. Madame, Messieurs, nous vous rappelons que nous avons sur ces plateaux le professeur Mpoi Kamoulaye. Il est donc l'initiateur du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. C'est donc avec lui que nous descriptons l'actualité. Voilà, nous poursuivons notre magazine, professeur. Nous étions en train de parler de la conscientisation que vous voulez introduire dans le chef de Congolais pour devoir prendre leur destin en main. Est-ce que vous pensez que cette méthode va marcher? Ce n'est pas une nouvelle méthode. Conscientiser, c'est quoi? C'est prendre conscience, ou faire prendre conscience. Alors, chacun de nous fait toujours un examen de conscience, ou doit pouvoir faire un examen de conscience. Et alors, si vous ne faites pas cet examen de conscience par vous-même, il faut que l'on vous aide à y arriver. Et c'est ce qui arrive lorsque vous êtes dans un environnement. Je vous ai parlé des Congolais qui travaillent, qui quittent ce pays, parce qu'ils ont pris la conscience que lorsqu'ils seront ailleurs, ils seront dans un environnement où ils doivent être performants. Alors, ce que nous faisons ici, c'est d'abord faire prendre conscience à nos compatriotes que nous devons avoir un environnement performant. Créer les conditions incitatives à la bonne performance. Vous ne pensez pas que vous incitez la population à la révolte? Parce qu'après l'examen des consciences, on se révolte. Mais je vous ai bien dit que je suis révolté par le fait que quand j'arrive sur le campus de Kinshasa, ce sont des enfants qui devraient être à l'école, qui m'accueillent pour ces rires. Oui, ça me révolte. Mais quelles sont vos chacun attentes? devrait être révolté par la situation. Après je suis révolté quand j'étais plus jeune et que mes enfants étaient jeunes et qu'ils allaient à l'école et qu'ils ne performaient pas. Quand ils rentraient avec le mauvais point, ça m'a révolté. Et je le faisais savoir à mes enfants que cela est inadmissible. Oui, il faut se révolter. Et que faire après la révolte? Alors, quand on se révolte, je vous ai donné l'exemple. Quand je me révolte parce que mon enfant a mené un bulletin insatisfaisant, mon enfant prend conscience qu'il doit mieux faire à l'école. Il prend conscience que non, je ne peux pas rapporter à mon papa, à ma maman, un bulletin insatisfaisant. Et ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Je ne suis pas devenu professeur d'université par hasard. Je suis devenu professeur d'université parce que, quand je suis rentré à l'université, c'était clair qu'il fallait être le meilleur de sa classe, que pour être le meilleur de sa classe, il fallait travailler assidûment. Donc, cette conscience conduit à travailler. Et si vous êtes dans un environnement... Je donne un autre exemple très simple. Vous avez un travailleur domestique. Et lorsque il ne travaille pas comme sa performance laisse à désirer, qu'est-ce que vous faites? Vous le cajolez? Ah oui, mais vous commencez par lui dire qu'il devrait mieux faire. Et lorsqu'il s'entête à ne pas mieux faire, alors que fait son patron? Il le congédie, n'est-ce pas? Mais il en va de même des dirigeants. Nous sommes, nous le peuple, le patron des dirigeants. Et lorsque ces dirigeants ne donnent pas satisfaction, ils doivent être renvoyés. C'est ça le comportement normal. Ce n'est pas la révolte. Les élections sanctionnent les dirigeants. Absolument. Nous sommes pratiquement dans la période électorale, mais est-ce que vous pensez que les Congolais sont en bonne position pour sanctionner les dirigeants? Mais est-ce qu'il faut... Il faut prendre conscience. Vous parlez des élections. Nous sommes en période d'élection. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous étiez à la conférence ce matin, la discussion portait sur mon droit de vote face aux impératifs de la souveraineté et aux exigences du développement. La souveraineté, c'est moi, c'est le peuple qui suis souverain. Il a toujours été, ils les ont manifestés aux élections de 2006 et puis en 2011. Ouais. Bientôt là, après les dialogues, il y aura un consensus qui va nous conduire aux élections. Je crois que la population va
va montrer encore une fois de plus sa souveraineté. Mais la souveraineté doit se démontrer maintenant. Vous parlez de dialogue. Dans notre Constitution, il n'y a pas de place pour le dialogue. Ce n'est pas comme ça qu'on choisit. Vous avez suivi l'exemple lorsqu'il y a un contrat de bail et que le bailleur veut renouveler le contrat. Ce n'est pas le locataire qui impose sa volonté au bailleur. Et lorsque le bailleur a fait comprendre au locataire qu'il n'y aura pas d'extension ou de reconduction du contrat, eh bien, un locataire raisonnable, qu'est-ce qu'il fait? Il résilie le contrat. Il plie ses bagages, parce que le contrat est déjà résilié, il est arrivé à son terme normal. Il plie ses bagages et s'en va. Mais il ne engage pas un dialogue pour convaincre le bailleur que non, vous devez vous satisfaire, vous devez renouveler mon contrat, sinon... Ça peut aussi se régler à l'amiable, professeur. Il n'y a pas de règlement à l'amiable lorsque je vous dis que le bailleur ne veut pas renouveler le contrat. Et que le locataire menace le bailleur en disant « Si vous ne renouvelez pas mon contrat, eh bien je vais dynamiter votre maison. » C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour ça qu'il y a dialogue. Parce que le locataire dit au bailleur « Écoutez, si vous ne renouvelez pas mon contrat, eh bien, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, c'est-à-dire, je vais dynamiter votre maison. » Le professeur Mpoi Kamoulaye est contre le dialogue politique. Je ne suis pas contre le dialogue politique. Je dis que dans notre Constitution, il n'y a pas une institution appelée dialogue. Nous avons un Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le gouvernement, mais nous n'avons pas d'institution dénommée dialogue. Les réalités ont fait qu'on puisse aller au dialogue pour recadrer les choses, rattraper le retard. Vous ne pensez pas que cela est le cadre propice pour éviter le bain de sang en République démocratique? Mais vous avez lâché le mot, le bain de sang. D'où viendra le bain de sang? Qui est en train d'orchestrer le bain de sang? Puisqu'après chaque élection, il y a toujours des contestations qui conduisent à la mort de certains Congolais. Je vous dis que je vis aux États-Unis. Vous vous souviendrez qu'en 2000, il y a eu une élection qui avait été contestée aux États-Unis. Lorsque les deux candidats, l'un démocrate nommé Al Gore et l'autre républicain nommé George Bush, il y a eu contestation. Y a-t-il eu bain de sang? Y a-t-il eu effusion de sang? Pourquoi pas? Nous avons une jeune démocratie. Ce n'est pas une question de jeune démocratie. Ce n'est pas une question de jeune démocratie. Je ne sais pas si vous êtes marié. Moi, parce que je suis marié, je suis grand-père. J'ai des enfants. Lorsque les enfants ne s'entendent pas, ils ne finissent pas par se blesser. Donc, régler les conflits ne doit pas se faire par la violence. Régler les conflits ne doit pas signifier que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je veux, eh bien, je vous tue, ou bien je tue le peuple. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les conflits. Alors, il y a dialogue entre qui? Ce n'est pas nous, le peuple, nous, la souveraineté, l'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté, par la société civile. Non, le peuple n'est pas représenté par la société civile. Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui nous entourent. Mais nous ne pouvons pas tous être là à prendre part à ces dialogues. Non, je ne parle pas de dialogue. Le dialogue n'est pas une institution. C'est une perte de temps, c'est un stratagème créé, inventé par les politiciens qui pensent que nous, le peuple, nous n'avons pas le droit de dire comment nous allons être gouvernés et par qui nous allons être gouvernés et pendant combien de temps. Mais nous avons une constitution. Alors, la question n'est pas de respecter la constitution. La question, c'est que quand on ne respecte pas la constitution, il y a une sanction. Notre constitution prévoit des sanctions lorsqu'elle est violée intentionnellement. Et le fait de ne pas organiser les élections est une violation intentionnelle de la Constitution. Elle doit être sanctionnée. Les mécanismes de sanctions sont prévus au titre de la Constitution.
Et alors, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités, les députés, les sénateurs, c'est pour ça qu'ils ont été élus. Pas pour aller dialoguer, pas pour inviter à gauche, à droite. Remarquez que l'instrumentalisation ou la prise en otage de notre peuple et l'instrumentalisation de la communauté internationale est devenue l'artifice par lequel les politiciens, toutes catégories confondues, se sont transformés en oppresseurs du peuple, et donc, quand ça ne va pas, ils s'arrangent dans des combines. Le dialogue national, c'est un arrangement, c'est une combine. Ce que nous devons réclamer, ce que nous devons exiger en tant que peuple, c'est que lorsque notre Constitution est violée, eh bien la sanction qui est prévue dans la Constitution s'applique. Les Américains l'ont fait en 1974 avec Richard Nixon. Les Brésiliens viennent de le faire tout récemment, le 31 août, avec Madame Dilma Rousseff. Mais est-ce que le professeur Poy Kamoulaye a-t-il des ambitions politiques, puisque vous êtes l'initiateur du rassemblement, de la renaissance du Congo? Aviez-vous des ambitions d'être président de la République? Nous aimerions d'ailleurs vous voir postuler pour voir comment est-ce que vous gérerez à votre tour la République démocratique du Congo. J'ai l'ambition de contribuer à bâtir un pays plus beau qu'avant. Et non pas voilà faire la mon politique. ambition. La politique, on la fait tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous prenez un moyen de transport en commun, une voiture ou un minibus comme on les appelle, ou taxibus comme on les appelle ici chez nous, qui a son volant à droite, alors que dans ce pays, toutes les voitures qui circulent devraient avoir un volant à gauche. Vous pensez que vous ne faites pas de la politique? Ah mais il y a d'ailleurs un adage qui dit, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Alors quand on est sage, et je pense que je suis un tout petit peu sage, mais puisque vous êtes sage, allez-y aux affaires, comme ça vous servirez d'exemple. Aller aux affaires, c'est-à-dire? Ça veut dire gérer, postuler à la présidence ou à l'Assemblée nationale, au Sénat. Oui, mais il y a une procédure, n'est-ce pas? Est-ce que cette procédure est engagée dans notre pays? À ma connaissance, il n'y a pas de procédure engagée. Voilà pourquoi je me bats en ce moment pour faire entendre ma voix en tant que citoyen, en tant que membre de la communauté. Parce que c'est en ce moment que mon droit de vote m'est arraché en ce moment. Qui vous l'a arraché? Mais notre Constitution prévoit qu'on a élu un président, qu'on élit des sénateurs, qu'on élit des députés, qu'on élit des gouverneurs. Tous ceux-là sont élus selon une périodicité qui est déterminée par la Constitution. Tout à fait. Selon cette Constitution, la prochaine élection doit avoir lieu, le scrutin doit être convoqué au plus tard le 20 septembre, c'est-à-dire d'ici quelques jours, 5 jours. Pouvez-vous me dire si tous les préparatifs sont prêts pour que cette convocation se fasse dans 5 jours? C'est à l'issue du dialogue que vous refusez, mais madame, qui sera reconnu. Mais madame, vous ne pouvez pas me ramener constamment à la même chose. Je vous ai dit que... Parce que c'est la réalité. Non, mais ce n'est pas la réalité. Moi, je suis juriste. La seule réalité que je connaisse, c'est la réalité juridique. Dans le pays où j'ai vécu pendant longtemps et le pays où nous aspirons, la réalité, c'est le droit. Professeur, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine, mais nous aimerions savoir, vous aviez initié une pétition qui est déjà en cours. Est-ce que nous pourrons savoir le contenu de cette pétition? Mais je vous ai dit,
Je vous ai dit que lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution... Et vous pensez que la population congolaise vous appuie avec cette pétition qui est ici? Mais la population congolaise n'a pas à m'appuyer. Il ne s'agit pas d'appuyer Mpoi Kamulaï. Je vous ai donné l'exemple du Brésil. Oui. Vous connaissez qui a initié la pétition qui a conduit à la destitution de Madame... Et si vous voyez votre pétition rejetée? Ce n'est pas ma pétition, c'est la pétition initiée du par peuple. le professeur Mpoi Kamulaï. Elle n'est pas initiée par le professeur Mpoi Kamulaï. Elle est initiée et diligentée par le rassemblement des acteurs de la renaissance du Congo. Pas par l'individu Mpoi Kamulaï. Voilà. Et donc, j'espère que vous parlerez à la population pour avoir leur écho. Chacun de nous voudrait exercer son droit de vote. Chacun de nous, dans un état de droit... C'est d'ailleurs la question que je m'aurais posée tout à l'heure. Nous avions assisté à une conférence débat, c'est avant-midi, sur mon droit de vote. Mais vous pensez que cette conférence peut amener le Congolais à se prendre en charge ou à prendre leur destinée, leur destin à main propre? Mais nous devons nous prendre en charge, nous devons prendre notre destin en main. Et j'ai indiqué que pour prendre notre destin en main, nous devons commencer par nous doter des dirigeants qui ont le sens, qui ont une vision pour créer les conditions qui vont permettre à chacun de nous de travailler. Parce que je ne connais point de Congolais qui n'aspirent pas à travailler. Donc, quand l'enfant qui vient pour nettoyer ma voiture, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est le travail. Il veut travailler, cet enfant, ce pauvre enfant. Et c'est comme ça avec tous les Congolais. Pourquoi n'y a-t-il pas de travail dans un pays aussi vaste et aussi doté de toutes les potentialités que le Congo? Voici ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de répondre de manière constructive, créer les conditions nécessaires ou contribuer à créer les conditions nécessaires pour que cela se passe. Et si on a l'occasion de nous rencontrer encore une fois, je vous indiquerai, il y a plein de possibilités de créer l'emploi dans ce pays et de mettre toute personne qui... Voilà pourquoi il faut postuler, il faut aller soit à l'Assemblée nationale, n'importe où, ou en tant que professeur, vous pouvez quand même contribuer également, donner votre expertise, puisque vous avez vécu longtemps en Occident. Mais avant de finir, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que le professeur Mpoi a un problème avec le politicien congolais? Puisque, à vous entendre parler, nous avions assisté à la conférence. Apparemment, vous demandez aux politiciens qui sont en République démocratique du Congo de ne plus travailler en tant que tels. Non, je demande aux individus qui ont choisi de faire de la politique, de transformer la politique en gagne-pain. C'est à cela que je m'adresse. Et regardez ce qui se passait ailleurs. Il y avait en Grande-Bretagne un Premier ministre nommé Cameron. Ce Premier ministre avait consulté son peuple sur l'appartenance ou la non-appartenance à l'Union européenne. Et un référendum a eu lieu. Le peuple a voté dans un sens contraire à ce que lui pensait. Il en a tiré des conséquences. Il n'a pas créé une situation en disant « je suis le meilleur, la politique c'est tout ce que je sais faire ». Il a rendu l'établier. Eh bien, nous devrions tendre vers une culture où quand on est un homme politique, on s'engage en politique parce qu'on veut réaliser quelque chose. On ne s'engage pas en politique parce que c'est la façon la plus facile de gagner sa vie. Voilà ce que je dénonce. Et la politique ne devrait pas être un gagne-pain. La politique devrait être un métier d'ailleurs très noble pour ceux qui veulent s'en occuper. J'ai dit que si vous ne vous en occupez pas, elle va s'occuper de vous. Eh bien,
Elle ne doit pas être un gagne-pain, elle ne doit pas être une sinécure. Voilà, professeur Mpoyi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine. Mais si les Congolais qui nous ont suivis ce soir pouvaient retenir une leçon de votre passage à notre magazine Le Congo d'abord. Le Congo d'abord, c'est une émission, un magazine sociopolitique qui reçoit tout le monde, mais au nom du Congo, pour parler du Congo, d'abord les intérêts du Congo. Mais bien sûr, le Congo d'abord, j'aime bien ça, le Congo d'abord. Ouais. Et ensuite, le Congo d'abord. Et ensuite, les intérêts après et d'abord. Les intérêts de quoi? Les intérêts des individus. Alors, ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est que si chacun de nous était préoccupé de mettre le Congo d'abord, c'est-à-dire, moi je me souviens d'une parole célèbre de président John F. Kennedy, qui a été assassiné, comme vous savez, durant son mandat présidentiel. À son inauguration, il avait posé la question à ses compatriotes, il dit, demande-toi non pas ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour le pays. Voilà la question que je me pose et je pense que c'est ce que vos auditeurs devraient retenir. C'est pour ça que moi je suis rentré au Congo, parce que je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour le Congo plutôt que qu'est-ce que le Congo doit faire pour moi? Voilà, je crois que c'est le message, ou avez-vous encore un message à adresser à la population congolaise et quinoise en particulier? Le message que je adresse à la population congolaise est celle-ci. Se prendre en charge, ce n'est pas descendre dans la rue, casser, voler, piller, parce que on doit chasser un individu qui est au pouvoir et qui ne veut pas quitter le pouvoir. Se prendre en charge, c'est-à-dire assumer son destin, c'est-à-dire comprendre notre Constitution et agir conformément aux exigences de l'état de droit que chacun de nous appelle de ses voeux. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé le collectif des avocats défenseurs de l'état de droit. Nous avons une constitution qui indique très clairement la manière dont on accède au pouvoir et la manière dont on doit quitter le pouvoir. Et lorsque les rédacteurs de cette constitution y ont inscrit les articles 28 et l'article 64, ce n'était pas pour nous conduire à la casse, c'était plutôt pour que nous puissions agir conformément à cette constitution afin de sauver la République, afin de renforcer l'état de droit. Eh bien, c'est le sens de la pétition que nous avons adressée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que nos députés et nos sénateurs doivent prendre leurs responsabilités, à l'instar de ce que le peuple des États-Unis avait fait en 1974, à l'instar de ce que le peuple du Brésil vient de faire le 31 août 2016. J'espère de tous mes voeux que nous arriverons à ce que le président actuel comprendra pour le bien de ce pays. Contrairement aux pancartes que nous lisons, que le bien de ce pays ne va pas résulter d'un dialogue entre des personnes qui n'ont reçu aucun mandat pour décider quoi que ce soit au nom de notre peuple, mais que cela reviendra du respect et de l'application de la sanction qui est prévue lorsque notre Constitution a été violée. Merci beaucoup, professeur Mpoyi. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé l'opportunité, l'occasion et le privilège de m'adresser à notre peuple. Et ça a été un réel plaisir d'avoir eu cet entretien avec vous, madame. Je vous en prie, merci. Merci à vous aussi, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.